Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, de nouveau bienvenue sur la table ronde de la Fédération du courtier et dans l'émission Fan du crédit. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérôme Speroni, secrétaire général de l'Orias, l'autre registre. On va évoquer avec lui un certain nombre de sujets. Alors, bien évidemment, on va parler de la période des renouvellements est désormais bouclée. On va aborder avec lui des grandes tendances et puis surtout, on va le laisser passer ses messages parce que il y a des sujets sur lesquels il doit attirer notre attention. Alors des sujets d'actualité comme la fraude, l'usurpation d'identité, mais aussi des sujets de fond sur le rôle de l'Orias, etc. Donc Jérôme, un petit mot peut-être pour te présenter, puis surtout, ça serait pas mal, je pense, qu'on puisse rappeler un peu ce qu'est l'Orias, qui est un peu une particularité française, et puis surtout, comment ça fonctionne, qui vous êtes. Très bien, merci Bruno de m'accueillir ici donc pour la Fédération du courtage en crédit. Donc je réponds bien volontiers à l'invitation, c'est l'occasion de parler de l'Orias et effectivement d'échanger avec cette population vaste des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, dans le jargon juridique. Alors qui je suis très très rapidement, j'ai pris le secrétariat général de l'Orias il y a désormais 3 ans. Je viens du monde des fédérations des agents généraux avant, et donc j'ai à cœur d'entretenir, on va dire, évidemment l'Orias a un rôle et on va l'évoquer, mais aussi une proximité avec les professionnels. Nous ne sommes pas le marché, mais néanmoins on a à cœur d'échanger avec lui, le comprendre, pour faire en sorte que ce soit le plus fluide et le plus pertinent dans notre rôle de tenue de ce registre. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que l'Orias ? L'Orias, c'est une association loi de 1901, créée en 2007 à la suite de la transposition de la directive intermédiation en assurance. Nous n'étions pas encore à la directive distribution, qui, soit dit en passant, n'a rien changé pour l'Orias, enfin pas grand-chose en tout cas. Alors en 2007, on commence par immatriculer les intermédiaires en assurance, et puis une loi de 2013 vient pour la mise en pratique obliger les intermédiaires en opérations de banque et les intermédiaires en finance, c'est-à-dire les conseillers en investissement financier principalement, qui viennent s'inscrire au registre de l'Orias. Et puis ensuite, en 2014, nous aurons une loi pour le financement. Octobre 2014 sur le financement participatif. Tout à fait. Exactement. Voilà, donc ça c'est le spectre, le périmètre. Alors, rappelons quand même que à partir de la loi de 2013, donc les 4 catégories d'IOBSP qui sont créées, ce sont la catégorie des courtiers, les 2 catégories de mandataires, exclusifs et non exclusifs, et les mandataires d'intermédiaires en opération. Les mandataires de ces 3 premières catégories. Voilà, donc ce sont 4 catégories qui représentent, à l'époque et aujourd'hui, ça n'a pas changé, l'intermédiation en crédit. Alors effectivement, Bruno, tu le soulignais, l'Orias, c'est une spécificité française. La notion de registre des intermédiaires, en assurance tout du moins, est commune à l'Europe. Dans chaque pays européen, on va retrouver un registre. En revanche, l'avoir confié à une association, et disons-le tout de suite, une association de professionnels, gouvernée par des professionnels... Une association paritaire, là-dessus, c'est important. Oui, c'est une spécificité française. C'est-à-dire qu'en 2007, les pouvoirs publics font finalement confiance à la place pour confier à une association la tenue de ce registre. Alors il est vrai que l'Orias est né de la fin de l'association pour la liste des courtiers en assurance, à l'époque ALCA. Cette gouvernance, donc, autour de la table, qui on va retrouver autour de la table du conseil d'administration notamment, nous allons retrouver les fédérations d'intermédiaires et les fédérations de producteurs, qui désignent parmi leurs membres un président. À l'heure actuelle, c'est un agent général d'assurance, Vincent Béneux. L'ancien était un courtier en assurance, Richard Restuccia. Voilà. Donc encore une fois, une vraie proximité avec le terrain. Si j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe dans une agence, autour de mon conseil d'administration, eh bien, je vais trouver la réponse. Et c'est important. Alors, effectivement, association de professionnels, gouvernance de professionnels, autonomie pour
tenir cette délégation de service public, in fine, mais tutelle du ministère de l'économie. Et donc, nous avons, issu de la Direction générale du Trésor, un commissaire du gouvernement qui est présent à chacune de nos instances. Avec un pouvoir important, c'est de demander une seconde délibération, si jamais l'administration de l'ORIAS n'était pas en accord avec une volonté du ministère de l'économie. S'en suivrait, c'est évidemment beaucoup plus théorique que pratique, s'en suivrait une discussion, mais voilà, on est sous tutelle du ministère de l'économie, et effectivement, on porte une mission de service public. Je t'interromps 30 secondes, non pas pour te piquer, mais simplement, est-ce que tu dis serait, est-ce que ça veut dire que ça a déjà eu lieu ou pas? Je sais qu'il y a un moment, il y avait sur la mise en place, par exemple, des associations, et puis du délai, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions, notamment avec les représentants, et puis, par rapport à la prorogation de la date d'échéance du renouvellement, de la mise en place des nouvelles législations. Donc, alors, tu fais bien de citer l'exemple du renouvellement 2023, donc qui a dû être repoussé d'1 mois pour permettre à l'ensemble des professionnels concernés par la réforme du courtage de se renouveler dans un timing légal, réglementaire. En fait, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que l'ORIAS a un dialogue vertueux avec la Direction générale du Trésor. Et lorsque nous avons, avec des chiffres très objectifs, des taux de renouvellement, dit au Trésor, voilà, nous en sommes à X pourcentage, au lieu d'un pourcentage normal, il est de temps, là, nous en sommes qu'à ce niveau-là, eh bien, la discussion a été vertueuse, concrète, et la Direction générale du Trésor, en très bonne intelligence, a autorisé ce report d'1 mois. Encore une fois, je disais gouvernance de professionnels. Pour autant, attention, nous ne sommes pas une fédération qui défendons des intérêts particuliers. Notre mission, elle est réglementairement définie. Mettre en place, tenir, mettre à jour le registre des intermédiaires, donc assurance, banque, finance. C'est la conscience de cette mission, elle est très présente à l'ORIAS, et donc, je vais me permettre l'expression, personne ne joue avec l'ORIAS. On est dans un rôle objectif c'est déjà une forme d'autorégulation finalement avant l'heure. Bien sûr. Pour autoriser l'exercice, faut que ce soit fluide, faut que ce soit sérieux dans le discours avec les pouvoirs publics qui pourraient évidemment reprendre leur délégation si l'ORIAS ne faisait pas son travail. Voilà, on n'en est vraiment pas là. La tendance est dans un échange constructif, une tutelle qui se vit bien, qui fonctionne bien et qui permet, je pense vraiment, ce lien, cette proximité. Chacun à son échelon est un rouage d'une mécanique qui permet d'exposer les difficultés s'il y en a et de les résoudre avec une bonne intelligence professionnelle. Attention, cependant, tout ce que je dis là est vrai, mais l'ORIAS est bien dans un rôle de faire respecter la réglementation applicable à l'inscription des différents intermédiaires. Donc le texte, bien sûr, mais avec la proximité, l'explication et les cas un petit peu compliqués, on en a tous régulièrement, quels que soient les secteurs, eh bien on les pose sur la table, on les discute. Alors parfois la solution elle est législative, donc on peut pas faire grand chose dans un premier temps, mais néanmoins cette approche vraiment opérationnelle finalement et concrète des choses. Que peut-on ajouter ? Dans le fonctionnement peut-être opérationnel, ces fameuses réunions sur les commissions d'immatriculation. Alors oui, si tu veux, on y vient. Alors, juste une petite chose. Statut de l'ORIAS homologué par arrêté. Frais d'inscription de 50 € à l'époque à 25 € aujourd'hui, je tiens toujours à le souligner. Non, mais tu fais bien. Frais d'inscription définis par arrêté. Autrement dit, ça n'est pas l'ORIAS tout seul qui décide dans son coin du montant des frais d'inscription. Et les membres de la commission d'immatriculation, et ça fera la transition, sont nommés pour 5 ans par arrêté du ministère de l'économie également. Donc vous le voyez, une autonomie de l'association, mais par contre un fonctionnement qui est tout à fait réglementé. Alors justement, parlons des commissions d'immatriculation. Première chose, et là encore une approche qui se veut opérationnelle, des commissions d'immatriculation, il y en a en moyenne une tous les 15 jours, sauf en période estivale et fin d'année. En moyenne sur l'année, ça fait une toutes les 3 semaines à peu près.
c'est une fréquence relativement élevée, parce que je rappelle que les membres de la commission d'immatriculation sont aussi des professionnels avec des agendas, donc en général, les vendredis matins, ils se rendent disponibles pour assister aux commissions d'immatriculation et prononcer les inscriptions et les suppressions, ceci dit. Et donc, cette fréquence des commissions, on sait très bien qu'elle est nécessaire au marché parce que derrière, il y a des business models. Lorsqu'on veut lancer son affaire en septembre, typiquement, on compte sur une immatriculation de l'ORIAS en septembre. Alors, il faut s'y prendre avec un peu de délai en avance, c'est normal, il y a des dossiers et des choses à regarder, mais on sait très bien que notre fréquence d'inscription, c'est votre fréquence de business model, et donc c'est fondamental. Donc, les commissions d'immatriculation, ce sont donc elles qui, tous les 15 jours, vont prononcer toutes les inscriptions qui sont complètes et valables sur le plan réglementaire, supprimer un certain nombre d'inscriptions pour diverses raisons, et puis, dans les cas compliqués, notamment étudier s'il y a matière à soit refuser une demande d'inscription, pour des questions d'honorabilité, on y reviendra, ou radier un intermédiaire, parce que là aussi, une question d'honorabilité empêche son maintien sur le registre de l'ORIAS. Oui, alors, si tu veux bien, juste deux apports supplémentaires par rapport, c'est qu'on se connaît bien, etc. Mais je sais, vraiment pour illustrer ce que tu dis, c'est le fait que vous êtes capable aussi potentiellement d'adapter le rythme des commissions si jamais on est à l'échéance des renouvellements ou lorsqu'il y a un coup de feu particulier, etc. Je sais que vous l'avez déjà fait et puis sans doute vous le referez. Et puis le deuxième sujet, c'est cette notion d'honorabilité. Peut-être préciser, dire qu'en fait vous avez une délégation pour interroger certains fichiers que tout le monde ne peut pas avoir et que vous faites donc régulièrement à la demande pour pouvoir respecter votre mission. Tout à fait. Alors sur le premier point, effectivement, il nous a arrivé parfois de jouer un peu avec le planning des commissions, parce que c'était nécessaire. Le principe est de faire un planning annuel, que nous n'hésitons pas d'ailleurs... alors nous le communiquons peu. Pourquoi ? Parce que il ne faudrait surtout pas penser qu'une date de commission d'immatriculation est la certitude d'être inscrit. Encore une fois, le dossier passe en commission, il est étudié par la commission et ensuite il y a l'inscription. Donc sur le planning, pour être très clair, on le diffuse dans un cercle restreint, mais pour pas donner de fausses certitudes. Attention, une date de commission n'est pas une certitude d'inscription. Première chose. Et donc, s'il y avait un besoin, on en a eu notamment en 2022, lorsque l'ORIAS a malheureusement lancé un site informatique qui a eu de grosses difficultés. Il a fallu augmenter le rythme des commissions. Nous l'avons fait. Alors, donc, le principe, c'est un planning fixé pour l'année. S'il y a un besoin, on saura trouver de la flexibilité. Et là aussi, votre commission d'immatriculation, ce sont alors soit des permanents de fédération, soit des professionnels. Donc, ils sont plutôt demandeurs et d'avoir un rythme soutenu de commission parce qu'encore une fois, les réalités économiques qu'il y a derrière, ils en ont une pleine conscience et ils sont pleinement concernés. Et donc, il n'y aura jamais de difficulté. Aujourd'hui, en plus, on peut les faire en visio, ces commissions. Donc, il n'y aura jamais de difficulté. Si on voit un embouteillage, un bouchon, on pourrait très bien décréter une commission supplémentaire. Alors, un point particulier, je sais que tu y es très attaché, et personnellement, j'y étais également, pour passer ce message. La notion de délai sur les réponses de l'ORIAS, ça c'est un sujet, souvent on me dit, ouais, ils sont à la bourre, ils n'ont pas immatriculé, je suis pas passé sur cette commission-là, etc. Il y a des choses, je pense, à recadrer par rapport au statut. D'accord. Alors on fait les délais, la capacité et l'honorabilité après. Ah bah si tu veux, excuse-moi. Comme tu veux. Alors sur les délais. Sur les délais, d'abord je vais choquer. La loi prévoit 2 mois à compter de la réception d'un dossier complet pour inscrire. Et là, pour statuer. Parce que alors, pour prononcer l'inscription. Donc c'est 2 mois à compter de la réception d'un dossier complet. Et on s'est habitué aux bonnes histoires. Et on s'est habitué. En fait, alors moi j'ai envie de parler de la dimension servicielle de l'ORIAS et ce positionnement aussi, c'est que et ça, ce sont mes prédécesseurs évidemment qui l'ont fait. En première intention, je n'en suis qu'un héritier, c'est de dire il faut aller plus vite. Voilà. Il faut clairement aller plus vite, il faut trouver des solutions pour aller plus vite, pour inscrire plus vite, parce que 2 mois, c'est très long
dans la vie des affaires. Donc aujourd'hui, et là j'insiste lourdement, un dossier complet avec des données bien renseignées dès le départ, c'est un passage en commission entre 3 semaines ou 1 mois. D'accord. Alors, comment ça se décompose ? Première phase, l'intermédiaire fait sa demande à partir de son compte utilisateur Orias. C'est transmis via des flux informatiques à nos services. Première étape, les gestionnaires de l'Orias vont vérifier les différentes pièces transmises en regardant si elles correspondent ou non au texte réglementaire. Si c'est oui, le dossier poursuit son cheminement. Si c'est non, il y a des échanges qui s'installent avec le professionnel. À ce stade-là, vous avez donc un échange avec un gestionnaire identifié de l'Orias. On n'est plus dans les schémas informatiques. Vous discutez avec quelqu'un, alors au travers d'emails, mais vous êtes en relation avec quelqu'un qui va vous demander et insistera jusqu'à temps que vous fournissiez les bonnes pièces. Admettons que là aussi, le dossier finisse par être complet. Et là, vous voyez tout de suite le gain de temps. Si tout est complet dès le départ, on n'a même pas besoin de cet échange avec un gestionnaire et le dossier poursuit. En revanche, à partir du moment où il y a un échange, eh bien, ça prend du temps. L'objectif qualité pour les gestionnaires de l'Orias à compter du dépôt de la demande, c'est 5 jours. C'est-à-dire qu'en 5 jours, et c'est tenu, le gestionnaire de l'Orias doit être passé sur votre dossier. S'il a pu le valider, très bien. S'il a dû rentrer en relation avec vous, eh bien, ça prendra nécessairement plus de temps avant de le compléter. Première phase, phase administrative. Deuxième phase, et c'est ce que tu disais, on va aller interroger le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Le bulletin numéro 2, vous et moi, on n'y a pas accès, sauf dérogation légale. La loi autorise l'Orias à interroger le bulletin numéro 2 du casier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des quantums de peine qui n'apparaissent sur le bulletin numéro 2 qui empêchent l'exercice. Alors, on parle de condamnation définitive à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Oui. On va exclure tous les crimes, un certain nombre d'infractions. Alors on peut citer le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment, le vol, le recel, l'escroquerie, toutes les interdictions d'exercice également. Donc on a un spectre assez large et la commission a aussi une faculté, dans certains cas, alors très limitée, mais de se saisir de l'honorabilité, même s'il n'y a pas de mention au bulletin numéro 2. Mais ce sont des cas à part, mais ça peut arriver. En revanche, la loi fixe déjà un certain nombre d'infractions qui empêchent l'exercice. Si tu me permets de t'interrompre à cet endroit-là, moi ça me permet aussi de passer un message aux auditeurs et aux opérateurs du marché. On me pose souvent la question justement de cette attestation d'honorabilité qu'on fait signer. On ne confond pas tout à fait la notion d'honorabilité qui est validée factuellement par une interrogation du casier judiciaire, par l'Orias, et cette attestation d'honorabilité qui ne donne pas autorisation à interroger le fichier, mais qui, par contre, est un début de preuve de l'intéressement de la personne au respect des obligations réglementaires d'honorabilité. Donc, il y a une attestation à faire signer. Alors, cette attestation, elle est disponible sur le site de l'Orias, en modèle, je crois, me souvenir, ou elle l'était en tout cas. Elle n'est plus en usage. Ah bah écoute. Mais en revanche, je ne serais pas surpris qu'elle soit utilisée. Elle est encore utilisée. Pour attester de l'honorabilité des salariés. Alors, salariés, bien évidemment, et potentiellement des mandataires, puisque le mandant doit aussi s'enquérir de cette capacité-là, en tout cas. Et je continue à poser mes préalables, c'est que souvent on me dit, je l'ai fait signer une fois, c'est bon. Je vous rappelle